Donc voilà, c'était la présentation qu'on a préparée pour l'ouverture, hein, une partie qui touchait un petit peu les usagers, les mesures qui touchaient un petit peu les usagers, l'autre partie qui touchait surtout les conditions de travail, mais aussi du coup la qualité de service et puis du coup forcément les usagers. Donc les patients, tout le monde, hein, qu'on soit malade ou pas, encore une fois, on est tous amenés malheureusement à avoir besoin à un moment donné d'un médecin ou un service hospitalier. Après, donc effectivement, le but n'était pas seulement d'en parler, c'est déjà le but c'était déjà de expliquer un petit peu les mesures, ce qu'on a pu trouver, hein, et encore c'était juste une partie, donc il y a d'autres choses, on peut pas tout expliquer et parler de tout dans une soirée lors d'une réunion publique. Hein. C'est pour ça qu'il y a une série de textes qui sortent pour le bulletin régulièrement et qui essayent un petit peu de décrypter certains trucs. Encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est un sujet, un cas d'école qu'on peut aussi, avec lequel on peut aussi discuter le concept de dictature bourgeoise un petit peu, parce que là, c'est pas juste une petite réformette, il s'agit d'une réforme qui touche la société, donc qui concerne tout le monde et de laquelle on n'a pas beaucoup parlé, qui est passé super inaperçu, beaucoup pour les attentats au mois de janvier quand il y avait des premiers débats, beaucoup aussi suite à des attentats de mois de novembre ou attentats terroristes de mois de novembre, donc avant qu'ils soient présentés. Donc encore une fois, le contexte. Et puis il y avait entre les deux, il y avait le roi Macron. Donc tout a été fait pour que ça passe un petit peu inaperçu, alors que c'était quand même quelque chose de très important. Donc comment ça mettre un petit peu dans la perspective communiste, c'est le point d'interrogation. C'est aussi une réflexion à mener. Quelles sont les propositions concrètes qu'une organisation révolutionnaire communiste devrait porter donc dans la société, quelles sont donc les revendications immédiates, quelles sont les propositions pour la société de demain. Oui, ça concerne les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail. Oui, ça concerne l'effectif. Oui, ça concerne donc effectivement toute une comme je dirais tout un tas de mesures qui sont peut-être même pour beaucoup contraire à ce qui est normalement, enfin, surtout en ce qui concerne la mise en place des GHT, contraire à ça. Donc, ramener un petit peu surtout connaissons qu'il y a beaucoup de régions où la population est vieillissante, du mal à se déplacer, etc. On éloigne encore plus les hôpitaux. Donc voilà, ça pose un souci. Donc du coup, je laisse la place à la discussion, des questions, des propositions et je me les tire. Oui, merci à vous deux. Moi, j'aurais des petits trucs que je voulais dire rapidement. Le premier, Arland, tu parlais de la mise en place des mutuelles obligatoires dans les boîtes de plus de 50 salariés. Alors, c'est quelque chose qui était déjà avant la loi Touraine, puisqu'on l'a retrouvé dans l'ANI, l'accord national interprofessionnel, et la CFDT avait avancé ça comme étant une grande victoire. Alors, deux trucs. Déjà, le premier truc, et là, je crois que c'est un mot d'ordre revendicatif ou général, mais dont il faut se saisir, hein, c'est le droit à la santé pour tout le monde. N'importe quel être humain pouvoir bénéficier de soins, surtout qu'aujourd'hui, l'humanité bénéficie de tas de moyens de guérir des maladies ou d'atténuer des souffrances. Et en fait, pour moi, cette mutuelle obligatoire, c'est un cheval de Troie. Alors déjà, ça fait grogner dans les boîtes parce que déjà, c'est un truc obligatoire, c'est le patron qui va prélever quand même, bon, ça fera pour moi 23 € en moins. Bon, voilà. Il y a des salariés qui disaient, bon, j'avais une mutuelle plus intéressante. Quelque part, c'est déjà capitulé sur le fait qu'il y ait une sécurité sociale universelle qui nous permette de nous soigner. C'est de dire, bon, ça, c'est plus possible. Donc, on va passer par les mutuelles obligatoires. Et ça a été un cadeau fait aux mutuelles qui ont été toutes contentes. Il y a tout eu des campagnes, en sachant que les mutuelles sont de moins en moins mutualistes. La plupart sont quand même de plus en plus liées à des groupes capitalistes classiques. Je pense à
Malakoff Médéric, qui est la mutuelle qu'on s'est pris au boulot. Bon, c'est plus voilà. Et quelque part, ouais, voilà, c'est bon ben, on peut pas seulement se baser sur la Sécu pour être soigné. C'est les reculs successifs qu'il y a eu là-dessus. Et il y a eu, je sais pas si vous vous rappelez, des campagnes, moi je me rappelle des campagnes d'affichage dans les arrêts de tram, les arrêts de bus, tout ça, pour préparer ça, parce que c'est un marché, c'est un marché comme ça qui a été ouvert, qui est beaucoup plus lucratif, on va dire, euh, que quand c'est par personne, puisque tout d'un coup c'est tout un groupe, toute une boîte qui passe avec voilà, avec des contrats. Et l'autre point, c'est sur l'austérité dans les secteurs de santé, bon, ça fait des années, avec les concentrations d'hôpitaux et qui visent à réduire encore le personnel. C'est surtout ça le but. Et aussi au détriment des conditions de travail des usagers, enfin des salariés de la santé. Une lutte qui s'est menée à la PHP, c'était par rapport à la suppression de jours de RTT. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres hôpitaux. Pas loin de chez moi, à Novillard, il y avait une lutte sur cette revendication-là au CHS, au centre hospitalier spécialisé de Novillard, sur cette question. Et au-delà de la santé, c'est aussi quelque chose qui maintenant commence à toucher d'autres secteurs d'activité. J'ai vu qu'il y a plusieurs villes qui remettaient en cause des jours de congé pour les personnels communaux. Euh, voilà, ils en parlent aussi pour retirer des jours de RTT aux cheminots. Bon, une fois qu'ils ont passé dans un secteur, ils attaquent aussi les autres secteurs d'activité. Voilà. Et je crois que c'est vraiment des mesures, dans ce que vous expliquez, des mesures d'austérité de plus en plus sur le secteur de la santé aussi, qui vont toucher aussi le secteur médico-social, de droit privé. Enfin bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, qui affectent déjà les salariés de la santé et qui affectent les usagers. Et ça fait un moment qu'on voit des gens qui doivent être hospitalisés. Il y a encore quelques années, il y avait des trucs, on gardait les gens en observation une nuit, deux nuits, pour être sûr que ça allait bien. Aujourd'hui, de plus en plus, on pousse à ce qu'ils appellent l'hospitalisation à domicile, le retour au domicile et tout ça, au détriment de la santé. Et voilà. Oui, je voulais ajouter à ça que l'un des effets pervers, c'est que pour les grandes administrations, mais je pense que ça fonctionne à peu près de la même manière pour les grandes entreprises du privé, tout ça se passe par des marchés d'appel d'offres. Donc les mutuelles, ce qu'elles font, c'est que lors du premier appel d'offres, elles tirent les prix au maximum vers le bas, y compris de manière non seulement à séduire, disons, l'acheteur, c'est-à-dire la collectivité ou l'administration, mais aussi les syndicats. Et ensuite, eh bien, lors du renouvellement du marché, elles remettent les tarifs plus près plus près de la norme du marché, ce qui correspond à des augmentations extrêmement fortes. Donc là aussi, il y a un effet pervers sur un truc qui, présenté comme ça, paraît être sympathique. Eh bien en fait, ça peut se retourner très très rapidement contre les travailleurs. Un autre point, alors d'autres en parleraient sans doute mieux que moi, mais comme j'en ai suffisamment entendu parler, je le signale quand même, c'est que l'information ne circule pas toujours très très bien dans les centrales syndicales. Euh, il peut y avoir des coups de main des centrales ou des fédérations pour la négociation de ces contrats, et c'est super important parce que c'est extrêmement technique. C'est bourré de clauses, on se fait enfumer extrêmement facilement. Si on est seul dans sa petite boîte et qu'on se retrouve avec les différentes offres, les machins, qu'est-ce qu'il faut prendre comme option, pas prendre comme option, c'est un véritable fouillis. Et là-dessus, eh bien, l'aide confédérale est toujours bienvenue. Parce que c'est pas un sujet sur lequel on demande d'être très révolutionnaire, on demande d'être extrêmement technique et de choisir le contrat qui va effectivement le mieux avantager les collègues. Et ça,
on peut pas le deviner tout seul. Mais il faut savoir que on peut se faire aider et du coup il faut aller chercher de l'aide. Voilà. Ouais, je voulais juste apporter une petite précision, hein, juste pour compléter ce que Pascal disait. Les mutuelles obligatoires dans les entreprises, c'était pas réellement un cadeau. Hein. Donc, enfin, je veux dire, il y avait quand même un forcing de la part des assureurs pour que ça soit obligatoire. Et ça, je peux comprendre aussi que quelque part, ça le permet de placer Nicolas a très bien expliqué, et de placer des contrats et au prix fort. Et je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui se disent, bah, j'avais une assurance avantageuse. Ben, c'est tout à fait normal qu'on ait une assurance avantageuse quand on a, et là je réfléchis en tant qu'une personne lambda, pas un militant révolutionnaire, etc. Mais il faut vivre, et donc quand on vit, bah, on a certaines obligations dont on peut pas échapper, c'est-à-dire, on a une voiture, il faut une assurance voiture, on a une maison, un appart, qu'on soit locataire ou propriétaire, bah, il faut une assurance. Donc il y a tout plein de trucs aussi pour lesquels il faut assurance. Et quand on a chez le même assureur tous ces assurances, bah, bien sûr qu'on peut passer en forcing, essayer de négocier les contrats, etc. Dès le moment où on perd, donc effectivement, on perd un petit peu le pouvoir sur la négociation, on va dire, en tant qu'individu, sur ces contrats-là. Dans ce cas-là, bah oui, il faut, comme disait Nico, elle très bien expliqué, donc qu'il y ait des forces syndicales dans la société qui peuvent mettre le nez dans ces contrats-là et faire en sorte que les salariés aient le meilleur contrat possible. Voilà, c'est dans le voilà, c'est concret, c'est pragmatique, c'est comme ça. Par contre, donc effectivement, c'était pas un cadeau, c'est des assurances, c'était un lobby depuis des années, déjà depuis les débuts. Hein, je suis tombé sur un truc qui était super sympa, sur l'histoire justement de la sécurité sociale, etc. Où donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc le Conseil national de la résistance crée la protection sociale solidaire, nationalise les grandes sociétés d'assurance, etc. Et là, je tombe sur un truc, c'est super hallucinant. Dès 48, en 48, il y a la Chambre de commerce de Paris qui publie un communiqué où il dit « La sécurité sociale est devenue pour l'économie une charge considérable. Les salariés ont profité de traitements dont ils n'avaient peut-être pas un besoin certain. La moindre maladie était le prétexte de repos. L'absentisme s'est développé. » C'était 70 ans en arrière. C'est exactement le même discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Et c'est le discours que les assureurs tiennent depuis. Donc, par exemple, je suis aussi tombé sur l'Institut Montaigne, donc créé en 2000, et qui était financé surtout par les banquiers et les assureurs, où dont l'objectif principal c'était de parler de système de santé déficitaire qui doit être réformé de toute urgence. Donc c'est une bataille menée par les groupes des banquiers et des assureurs. En général, ils aient les mêmes compétences. Donc effectivement pour agir sur le trou de la Sécu, pour le bien de la société, etc. Et quand on regarde leurs analyses, à chaque fois, ce sont des analyses très pointues, etc., mais qui prennent en compte justement une analyse totalement bourgeoise. Et il y a tout plein de trucs, tout plein de choses des derniers 25 ans qui n'ont été pas pris en compte. Hein. Donc, ni appauvrissement des travailleurs, voilà. Donc effectivement, il y avait cette bataille qui a été menée. Ces batailles qui a ramené cette fois-ci avec le gouvernement PS déjà à l'obligation de la mutuelle sur les lieux de travail. Deuxième point, c'est la loi de santé où ils espéraient aller plus loin. Il ne faut pas oublier que dans le conseil de l'assurance maladie, il y a effectivement des assureurs privés. Hein. Donc ils voulaient aller plus loin et donc s'occuper de la gestion des tiers payants et ça leur donne vraiment ça leur donnerait vraiment un regard complètement libre sur les dossiers, c'est ce qu'ils veulent, hein, parce que c'est quelque part le dossier des patients, c'est leur dossier client, c'est avec ça qu'ils créent une offre. Comme je dirais, c'est pas dans un objectif, c'est dans un objectif tout à fait
de marketing, hein, donc tout simplement pour adapter l'offre à chaque personne, pour pas forcément en gagner plus, mais pas en perdre, etc., pour réaliser plus de profits, de bénéfices. Et donc ils vont vers cela. Et d'un côté, de l'autre côté, lorsqu'on entend, par exemple, lorsqu'Hollande se prononce hier par rapport au chômage, et dès le lendemain, donc il y a tout un tas de gens, des politiciens qui parlent de privatisation de Pôle emploi. Donc effectivement, il y a rêve de certains, des capitalistes, c'est la privatisation totale de la santé, un accès total à des dossiers des gens, généralisation des mutuelles obligatoires. Donc c'est quelque chose qui les intéresse fortement parce que ça génère du fric. Oui, quelques trucs rapides. Alors déjà, il y a tout un secteur de la santé privée qui est un secteur générateur d'énormément de profits, hein, je pense. Je parle à tout ce qui est clinique, tout ça. Voilà. Bon, c'est pas des secteurs marginaux dans l'économie capitaliste. Il y a des investissements, tout ça, c'est quelque chose qui ramène beaucoup d'argent. Même si aujourd'hui l'hôpital public reste beaucoup plus sûr, enfin les cliniques privées, elles offrent souvent un meilleur rapport, je dirais, du service hôtelier. Mais souvent, quand on a une couille, je pense à des petites choses, hein, quand on a un souci dans la clinique privée, ben on est rapatrié après à l'hôpital public où il y a quand même plus de matériel parce que il n'y a pas, enfin, il y a un reste de service public et donc de pas de rentabilisation immédiate. Après, sur tout ce qui est des discours actuels, bah ouais, la santé, ça coûte. On ne s'attend pas à ce que l'hôpital public soit générateur de profit. C'est pas son but. Son but, c'est de soigner des gens. Et pareil pour tout ce qui est des discours sur le trou de la Sécu et tout ça. Il y a aussi une bagarre, à un moment donné, c'est que on n'arrête pas de parler de charges, on n'arrête pas de parler du coût du travail qui est trop élevé, etc., etc. Et tout ce qui est de la protection sociale, bah, c'est en fait ce qu'on appelait, enfin, ce que les anciens appelaient le salaire socialisé, c'est-à-dire un bout de notre salaire, notre force de travail, qui sert à nous garantir, voilà, à nous garantir des soins si on est malade, à nous garantir contre le chômage si on est licencié, et à nous garantir une retraite décente lorsque on sera plus en âge de travailler. Et tout ça, c'est en train d'être foutu en l'air, voilà, petit à petit, avec puis dans les hôpitaux, hein, de plus en plus une gestion vraiment de type rentabilité. Il faut réduire le déficit, il faut les contrats d'objectifs et de moyens qui tournent uniquement en gros sur la baisse des coûts et qui se répercutent à la fois sur nous tous qui sommes potentiellement hospitalisables dans notre vie et aussi sur les salariés des centres hospitaliers. Oui, je voulais juste ajouter par rapport à ça, c'est qu'effectivement aujourd'hui les hôpitaux, lorsque je parle avec des gens, bah, on a des camarades qui bossent dans les hôpitaux, qui bossent dans le secteur d'activité, et puis on connaît d'autres. Lorsqu'on en parle, on voit très bien que l'hôpital est devenu depuis quelques années la machine à pomper du fric. Hein. Donc de toute manière, elle est gérée de cette manière-là. Donc voilà quoi. On ferme et on ouvre les services en fonction de rentabilité. On parle plus effectivement d'un service public de santé, etc. Et c'est pas pour défendre un service public ou le statut de fonction publique, etc. On va au-delà, mais à l'état actuel des choses, c'est le cas. Donc on le fait pour les économies, mais pas seulement. On le fait aussi pour gagner du fric. Les hôpitaux essayent de gagner du fric. Et donc c'est pour ça aussi qu'on développe cette médecine ambulatoire. On n'en a pas beaucoup parlé à cette présentation parce que c'est quelque chose de vachement technique. Hein. Donc pour toute manière, pour résumer, c'est un petit peu la médecine à la chaîne. Tu viens, tu sors. Donc avant, tu venais pour une opération, tu restais 2 ou 3 jours, ou pour certains trucs 2 ou 3 jours à l'hôpital. Aujourd'hui, on ne réfléchit même plus combien de temps tu devais rester à l'hôpital, c'est dans combien de temps on peut te virer de l'hôpital. Donc pour que tu te soignes chez toi.
Donc voilà, il y a toutes ces volontés-là, gérer les services en fonction de leur rentabilité. C'est pour ça qu'il y a certains hôpitaux qui préfèrent fermer les services, filer, se mettre en partenariat avec le privé, ouvrir les centres EHPAD. Bon, voilà quoi, c'est EHPAD, c'est voilà des services qui ne nécessitent pas autant de personnel soignant que un hôpital de l'autre côté. Et bon, les gens y vivent, etc. Donc c'est payé soit par l'État, soit par les familles, enfin par les personnes elles-mêmes. Donc c'est quelque chose qui génère énormément de profit. Donc on va retrouver à droite à gauche tout plein de services qui ferment pour laisser de la place à l'ouverture d'EHPAD dans un pays où la population est plutôt vieillissante. Donc c'est quelque chose de extrêmement profitable pour les hôpitaux. Mais il y a aussi cette volonté aussi de externaliser certains services qui sont pas forcément, même s'ils sont un peu rentables. Donc on va chercher pour et contre. S'il y a une polyclinique à côté, une clinique, etc., on va essayer d'externaliser complètement ce service, de le fermer à l'hôpital parce que la clinique a exactement le même service. Mais les tarifs ne sont pas du tout les mêmes et les conditions de travail du personnel dans les cliniques est encore pire dans certaines cliniques que dans les hôpitaux. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment, on est entré il y a déjà quelques temps, mais ça devient de plus en plus concret et réel. Cette marchandisation de la santé, cette création de l'hôpital, une machine à gagner du fric, et on ne se préoccupe pas du tout, comme la camarade le disait tout à l'heure, par rapport aux gens qui bossent et ils vivent vraiment une très très sale période, et n'en parlons même pas des gens qui doivent se soigner. Oui, je crois que c'est là où on touche effectivement les limites de l'idée de salaire social. Mais c'est un vieux problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours non pas une conception du salaire, mais plusieurs conceptions du salaire qui sont contradictoires. Les salariés voudraient que le salaire leur permette de vivre bien, et les patrons, ça paye simplement au plus juste ce dont ils ont besoin pour maintenir et renouveler la force de travail. Et ça peut coïncider sur une période donnée, c'est-à-dire effectivement le patronat peut avoir intérêt à avoir dans l'ensemble un personnel en bonne santé et à maintenir en bon état les salariés, mais ça touche facilement ses limites, c'est-à-dire que tous les salariés ne sont pas égaux face à ça. Et on le voit justement, le système des mutuelles et les échelonnements en fonction des salaires, etc., il correspond exactement à ça. C'est-à-dire les salariés dans lesquels beaucoup a été investi au total en formation, en qualification, etc., de la meilleure maternelle jusqu'à la meilleure école d'ingénieurs. Ils ont suffisamment coûté pour qu'on les protège, et c'est une perte sèche s'ils disparaissent. Donc ceux-là, ils vont avoir des bonnes mutuelles. Les salariés qui sont faciles à remplacer, dans une période de chômage de masse, l'intérêt de les maintenir en bonne santé alors qu'on peut en trouver un neuf pour le même prix, il est absolument pas évident. Et donc effectivement, là on touche la définition la plus classique du capitalisme ou de la lutte de classe. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une contradiction qui va jusque dans la définition de la santé, de la nécessité d'être en bonne santé. À partir du moment où on affirme que tout le monde a le droit d'être en bonne santé, on est déjà sorti du cadre conceptuel du capitalisme, on est déjà en train de parler d'une autre société. Voilà. Oui, quand même, je travaille pas dans le secteur de la santé, mais dans le secteur, on va dire, périphérique, puisque c'est l'action sociale. Euh, Depuis qu'on détruit, on va dire, le service public de santé, des choses comme ça, on n'a jamais autant entendu parler de bien-traitance. Alors que tout est fait, alors c'est surtout ça se vérifie énormément dans les maisons de retraite. Quand le personnel n'a que quelques minutes pour changer une chambre, pour laver une mamie,
la bientraitance, elle existe, elle est plus possible parce que c'est pas bien traiter un être humain, c'est pas seulement laver la chambre et puis passer une douche rapidement, c'est aussi pouvoir dire bon bah comment ça va, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire, voilà, une discussion des relations humaines. Et là, c'est à la fois, je pense, pour les usagers, je pensais aux maisons de retraite, mais c'est des trucs qu'on retrouve aussi en hôpital, et pour les salariés, parce que on se sent vachement, je pense, en souffrance quand on n'a pas les moyens de faire à peu près correctement, à peu près humainement son travail. Et c'est ça aussi que les réformes successives, les restrictions de budget, les restrictions de personnel amènent. Et beaucoup de salariés souffrent de se sentir maltraitant à cause de l'institution. Et l'institution va parler de bientraitance, alors que il y a la première maltraitance, il y a quelques cas sadiques, tout ça, ça existe dans l'action sociale, dans le cas de la santé, comme ça existe, dire dans toute la société. On parle vraiment de quelques cas ultra minoritaires, mais la véritable maltraitance, elle est faite au niveau institutionnel, parce qu'il n'y a pas les moyens de prendre, de soigner, enfin, pas de soigner, mais dire d'avoir une relation humaine avec les patients, avec les personnes âgées. Et je crains que demain, ça soit la même chose avec les enfants ou les adolescents en difficulté. Je dirais même que non seulement toutes ces mesures en cascade depuis des années qui ont détérioré complètement les conditions de travail permettent pas la bientraitance, mais en plus cette maltraitance, grosso modo, dernièrement, elle est vraiment aussi dénoncée de la part des politiques. Comme tu l'as dit, il y a des cas particuliers ultra minoritaires où on se retrouve devant une personne un peu dérangée, donc effectivement où il n'y a rien qui justifie ces actes, mais dans la plupart des cas, c'est parce que les salariés, les travailleuses et travailleurs dans ce secteur d'activité subissent une souffrance quotidienne permanente, quoi. Et donc ils n'ont pas le temps de bien faire le travail, etc. Et de l'autre côté, on a des politiciens, on a parfois des cercles des intellectuels, etc., qui dénoncent donc effectivement le changement de mentalité du personnel, etc. Il n'y a pas de changement de mentalité du personnel. Le personnel a toujours envie de faire bien son travail. Mais donc effectivement, il y a cette condition des conditions de travail qui n'est jamais pris en compte lorsqu'on parle de ces choses-là. Enfin, ça est pris en compte par nous dans nos cercles, c'est pris en compte dans les cercles syndicaux et puis chez le personnel. Mais donc effectivement, c'est pas forcément ailleurs. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, même volontairement. Donc pour ne pas mettre en cause toutes les politiques d'austérité, toutes les mesures qui détériorent ce travail. Deux exemples. Enfin, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver dans l'hôpital psy. Dernièrement, et on a publié un article là-dessus dans le communisme ouvrier de mois de septembre ou octobre, je me souviens plus, je pense que c'était mois de septembre, où il y avait donc effectivement des collectifs qui dénonçaient la pratique des contentions et dans les hôpitaux psy, etc. Mais quand tu discutes avec des gens qui bossent dans les hôpitaux psy, ils n'ont pas du tout envie de pratiquer la contention. Mais quand on se retrouve dans des services où il y a 20, 25 patients à 2, effectivement, dans certains cas radicaux, on ne peut pas ne pas avoir recours à ça. Et en général, c'est dit par le cadre. Donc, effectivement, alors que là, on avait un groupe parlementaire qui a effectivement sorti une loi, enfin, qui a proposé un projet de loi contre les contentions, bon, d'ailleurs, qui était même, je crois, voté, et où on a vraiment mis clairement en cause le changement de la mentalité des professionnels. Moi, je leur conseille d'aller faire un tour dans les hôpitaux psy ou dans les maisons de retraite pour voir dans quelles conditions ces gens bossent. Deuxième cas de figure, et ça, ma camarade s'est absentée un petit peu, c'est elle qui pourrait en parler parce qu'il s'agit de ses collègues. Dans le cadre de l'hôpital où elle bosse, il y avait des services qui ont fermé, ils ont ouvert une EHPAD à la place.
donc maison de retraite, et donc ils ont embauché du personnel, mais t'as pour une étage, t'as 2 personnes qui courent partout et tout ça, et du coup, il y avait effectivement certaines lacunes dans l'exécution de certaines tâches, et donc il y avait grosse réunion avec les cadres, etc. Donc la conclusion, c'était qu'il y a une très mauvaise organisation de la part des salariés, et qui devraient, pour arriver à faire ce qu'ils ont à faire, venir une demi-heure avant donc l'heure du démarrage de prise de fonction et partir une demi-heure après. Sachant que une demi-heure avant, une demi-heure après, c'est pas payé. Donc au lieu d'avouer, parce que c'était une évidence qu'il s'agit du sous-effectif et qu'effectivement il faut du monde pour bien faire son travail, ils ont dit que non, c'est les salariés qui s'organisent pas comme il faut. On met une demi-heure avant, vous venez une demi-heure plus tôt, vous partez une demi-heure plus tard, et ça sera ok. Mais donc ils vont bosser 1 heure par jour, sans être payés. Voilà, c'est arrivé, donc effectivement, on a fait en sorte que ça arrive quand même dans les oreilles des délégués syndicaux, et que donc la CGT Santé présente dans l'hôpital allait s'occuper et s'est occupée de l'affaire, puisqu'on a vu des tracts et des bulletins qui traitaient ce truc-là. Mais ce sont des choses un peu concrètes là qu'on a pu constater directement, mais ce sont aussi des choses qui arrivent partout. Il suffit de jeter un petit coup d'œil sur les tracts des syndicats de Sud Solidaire Santé ou de CGT Santé de n'importe quel hôpital. On va toujours se retrouver avec le même cas de figure, les numéros de téléphone de personnel. Donc il y a vraiment une souffrance au travail des gens, et qui permet pas déjà pour les gens de travailler correctement. Et de l'autre côté, ça permet pas donc l'accès à la santé pour tout le monde. Donc ça c'est clair et net, ça ne permet pas. Un exemple concret, par exemple ici en Normandie, dans le cadre de pour anticiper la nouvelle loi sur la santé et la création des GHT, il y a l'urgence de Valognes dans la Manche qui a fermé pour déménager dans l'urgence déjà existante à Cherbourg, qui est à peu près, on va dire, 60 km, je dirais, 50-60 km. Le résultat concret, c'est qu'on est passé d'une attente moyenne de une demi-heure à 1 heure, ça dépend des périodes, à 9 heures d'attente aujourd'hui dans les urgences de Cherbourg. Les gens sont vraiment exaspérés, ça parle de débrayage et de grève, il n'y a rien qui a été fait jusqu'à maintenant à part donc alerter la direction, les médias et tout ça. Mais voilà, c'est déjà, la loi n'est pas encore promulguée, elle produit déjà des conséquences qu'on va rencontrer un peu à droite, à gauche, etc., parce qu'on parle beaucoup plus de suppression d'emplois que de création d'emplois. Donc il y a vraiment un arrêt net concernant l'accès aux soins et à la santé pour tout le monde, entre guillemets. Donc du coup, toutes les mesures, on va dire, qui représentent des avancées très timides dont j'en ai parlé tout au début, quelque part ça tombe dans l'eau, parce que ça sert pratiquement à rien si de l'autre côté on n'a pas l'accès à tout ça. Grosso modo, on te dit, on te filera une assiette avec tout ce que tu veux dedans, mais on te le mettra derrière le mur, T'as un gros mur à escalader que tu peux pas escalader parce que t'as des jambes cassées. Voilà, c'est grosso modo, on arrive dans ces situations-là. Je crois, en ce qui concerne pour répondre à Marek, concernant les d'esquirons des plombs, le parcours de l'IVG. Donc apparemment, ils se sont rendus compte de leur bêtise, parce que d'un côté, tu supprimes 7 jours de réflexion pour l'IVG, que je dis c'est une mesure symbolique, et c'est bien qu'elle soit là dans le contexte actuel, mais de l'autre côté, il y a des maternités qui ferment un peu partout. Donc, ça posait un petit souci, et c'était trop gros pour pas le voir, Donc, Marisol Touraine est dernièrement, au moins dans les déclarations revenues là-dessus, en disant que les IVG peut-être donc tout ce qui concerne l'information pour les IVG, ça peut être fait par les sages-femmes dans ce qu'on appelle
Si je me trompe pas, les maisons de maternité, le vrai terme m'échappe, hein, mais c'est facilement trouvable. Donc c'est effectivement c'est là où on ferme les maternités, donc on garde une petite structure où on peut consulter les sages-femmes et a priori on pourra continuer à ces structures-là pourront continuer à pratiquer au moins l'IVG. Si c'est pas les accouchements, au moins les interruptions volontaires de grossesse. Mais attention, encore une fois, il s'agit des déclarations orales de Marisol Touraine et ce ne sont pas des choses qui sont dans la loi. Donc c'est quelque chose à surveiller. Mais concrètement, ce que la loi prévoit, c'est juste donc la suppression de 7 jours de réflexion pour l'interruption volontaire de grossesse. Et donc il y a tout plein de mesures comme ça où on supprime un petit truc, etc. On en fait des tonnes. Et puis tu as des mesures qui sont vraiment concrètes, etc. Mais qu'on retrouve à la fin. Et puis même par rapport à contraception, ça parle beaucoup de contraception, etc. Mais en aucun cas, donc ça permet donc le remboursement de la contraception. Déjà, on a bien vu à quel point il fallait batailler pour avoir un taux de TVA acceptable pour la fameuse taxe tampon. Donc remboursement des contraceptions gratuites, etc. On en est très très loin. Il y a quelques mesures, ou du moins quelques rappels de principes, je dirais, sur l'importance des plannings familiaux. Hein, ça c'est vrai. Il y a une mise en place d'un numéro unique pour l'information sur la contraception, sur l'IVG, etc., qui localement allait être géré par les plannings familiaux. C'est bien, mais encore une fois, les plannings familiaux, il faut les financer. Et on a bien vu l'année dernière, en 2015, qu'il y avait des plannings familiaux qui sont, qui ont envoyé de communiqués en disant il nous manque des financements, ils veulent plus nous financer, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc encore une fois, quelque part, il y a certaines déclarations de principe, mais de l'autre côté, leur mise en place laisse des doutes, il y a des points d'interrogation, donc c'est à surveiller. Le site, on a bien vu ce qui s'est passé avec le site de l'IVG, par exemple, pour l'information sur l'interruption volontaire de grossesse. Dernièrement, il y avait toute une affaire là-dessus. C'est bien sympa de mettre un site concernant l'information sur l'interruption volontaire de grossesse, mais encore, il faut qu'il soit bien référencé. Ce qui s'est passé avec le site gouvernemental, c'est qu'il apparaissait à 3e, 4e, 5e position et que la première position, c'était un site réac avec des informations, donc effectivement, qui justement allait contre l'interruption volontaire, contre l'avortement, quoi. Donc, encore une fois, ce n'est pas tout de déclarer certains trucs, même de l'inscrire dans la loi, il faut donc les mettre en pratique. Donc même des choses qui sont représentées comme une avancée, il y a une mise en pratique déjà un peu laxiste. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais il y a déjà voilà quoi. C'est même pour ces avancées, je vois pas une volonté vraiment. Je n'ai pas vu une volonté vraiment. Donc il y avait pas c'était pas aussi détaillé par exemple comme par exemple pour la mise en place des GHT où on avait tout un tas de trucs qui étaient annoncés dans la loi, on savait très bien comment on allait le faire. Pour certaines choses, pour la mise en place de numéros uniques pour les informations sur contraception, les VG, etc. Même pour tiers payants généralisé, on voit très bien, on déclare tiers payants généralisé à partir de fin 2007, mais on parle pas du tout du processus, comment on arrive, quel logiciel on va utiliser. Donc voilà, c'est grosso modo, il fallait que cette loi sorte, il fallait qu'il y ait des réformes, on l'a fait, et comme on le met en place, grosso modo, on s'en fout. Donc c'est pour cette mesure, c'est un petit peu l'impression, c'est pas un petit peu l'impression, c'est l'impression que ça donne, même pour la plus grosse mesure à côté de GHT qui est tiers payant généralisé, on ne sait pas du tout, à part que c'est l'assurance maladie qui va, dans un premier temps, assurer la gestion des remboursements, on ne sait pas du tout comment ça va être mis en place. Donc ils ont donné un délai de 12 ans. On ne sait pas du tout comment ça va être mis en place. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus ou voilà quoi. Je reprends la parole parce que
après tout ça, j'ai une question aussi que moi je me pose, c'est que il y avait déjà des mobilisations dans les hôpitaux à droite à gauche lors des discussions sur cette loi. Donc, voilà, qui dénonçaient certaines mesures, notamment GHT, fermeture de services, etc. Donc je pense que ça va continuer. Hein. Donc comme je sais très bien que en Normandie sur 6 six urgences qui devaient fermer en Basse-Normandie, je sais qu'il y en a au moins une qui a réussi à survivre 6 mois de plus, parce qu'apparemment, là, j'ai entendu que fin février, elle va être quand même fermée, à Aulnay-sur-Odon, à côté de Caen, où il y avait une forte mobilisation des salariés, mais aussi de la population. Donc, quand ça touche urgence, maternité, etc., j'ai vu de la mobilisation. Il y en aura sûrement d'autres, parce qu'il y a d'autres fermetures qui sont prévues. Après, moi, la question que je me pose, est-ce que sur ces questions-là, et de toute manière, quelque part, la société m'a donné une réponse, vu le manque de mobilisation, le manque de discussion, le manque d'informations sur cette loi. C'est quand même une réforme qui concerne la société tout entière et pas forcément seulement les travailleuses et travailleurs qui bossent dans ces structures-là. Donc, c'était pas comme si à Renault ou à Peugeot, on annonçait qu'on allait, voilà, comme il n'y avait pas de responsabilité, etc., on regardait un peu ça de loin, à part si on habitait dans une ville où il y avait une usine de Renault, où on pouvait aider par solidarité les mouvements en cours. Là, il s'agit quand même d'un projet de société qui nous serve, hein, de système de santé qui servent à la société tout entière, et je suis toujours un peu étonné, mais enfin, étonné, oui, mais après je me dis, moi aussi, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que, bah oui, effectivement, il y a une nouvelle loi santé qui est en train de discuter. Il faudrait que je jette un coup d'œil dedans pour voir de quoi il s'agit, etc. Donc, je suis quand même étonné un petit peu de manque de réaction de la société, mais pas seulement manque de réaction des organisations politiques à part les parlementaires. Donc, on l'a dénoncé dans un texte. Il y avait effectivement des parlementaires, des élus front de gauche, qui étaient contre la loi, mais pour des mauvaises raisons. Hein. Ils étaient contre, par exemple, ils n'étaient pas contre GHT, ils étaient contre le tiers payant généralisé parce que ça allait un petit peu mettre en difficulté les médecins généralistes. Bon, je veux dire, il y avait d'autres choses à dénoncer dans cette loi que ça. Donc, ça m'a étonné quand même le manque de réaction, si ce n'est du côté de l'extrême gauche, au moins du côté de ce que j'appelle la gauche institutionnelle, même de l'aile gauche du PS ou des Verts ou Front de gauche. Donc, effectivement, par rapport à cette loi. Bah, moi, je dirais, y compris au niveau, on va dire, syndical, c'est que il y a des mobilisations, bah, par exemple, pour un hôpital ferme, il y a des mobilisations dans les hôpitaux. Par contre, il y a des tentatives qui squeezent, hein, les fédés, les confédés parfois pour organiser à l'échelle nationale ces luttes-là. Il y avait eu un appel sur l'hôpital psychiatrique de Caen, justement à un moment, pour essayer de regrouper des équipes militantes, syndicales combatives et tout ça, d'hôpitaux en lutte. Par contre, il y a vraiment un manque pour essayer de coordonner les luttes, et c'est en gros, on se bagarre pour maintenir 2-3 trucs et pour perdre chacun dans notre côté. Plutôt que de se battre tous ensemble pour espérer gagner quelque chose, c'est aussi lié à un manque de mobilisation, hein, je pense, mais c'est quand même ça qui est la stratégie. Chaque hôpital va se bagarrer, grosso modo, pour les mêmes raisons, dans son coin, va parfois obtenir un report de telle ou telle mesure particulièrement scandaleuse, va parfois obtenir de maintenir les jours de RTT, voilà. Mais souvent perd dans son coin, chacun son tour. Et c'est là, à mon avis, pour je pense, des confédés un peu combatives, hein, type CGT ou Sud, où il n'y a pas de tentative de regrouper, je parle des fédés, pas des équipes militantes de terrain, de regrouper, d'essayer d'avoir un plan de bagarre au niveau national. C'est vraiment, c'est bien, bagarrez-vous dans votre coin,
et perdez chacun votre tour, quoi. Bon, après, c'est la même chose, hein, au niveau des licenciements, au niveau des salaires, au niveau de tout ça. On peut dire que c'est la même chose à chaque fois. Mais là, c'est flagrant. Il y a des mesures nationales qui sont prises et il y a des ripostes qui se font sur l'application locale de ces mesures nationales. Oui, je crois qu'il y a plusieurs difficultés. Autre ce qu'a dit Pascal, la première, c'est comme vous l'avez expliqué, il faut un vrai décryptage de la loi et on a beaucoup de mal à en retirer une mesure phare où tout le monde se dit ah ouais ça me concerne. C'est un truc qu'on a constaté dans les dernières luttes. Finalement, ce qui a le mieux fonctionné, c'est quand ça tourne sur des choses faciles à se représenter, c'est-à-dire allongement de l'âge de la retraite, parce que là on se dit putain, pas 2 ans de plus à faire ce boulot-là. C'est le salaire, c'est ouais, j'aimerais bien avoir 100 euros de plus sur la feuille de paie à la fin du mois. Des trucs extrêmement concrets. Quand on commence à devoir décrypter article par article et dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, c'est juste, mais ça pêche. On l'a eu déjà avec la l'ANI, moi je me souviens très bien des tracts syndicaux et puis des discussions. Non, bon bah alors voilà, il faut aller piocher dans tel et tel article. Avec en plus de quelquefois des syndicats qui faisaient de la contre-propagande en disant mais si c'est magnifique. C'est extrêmement brouillé comme message et du coup c'est d'autant plus difficile à combattre. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve systématiquement, c'est-à-dire c'est pas un truc spécifique à cette question de la loi santé, c'est un truc qu'on retrouve systématiquement de nos jours. Il faut une grande technicité pour comprendre de quoi il en retourne. Tout est construit dans la loi de telle manière à ce que ça soit technique, qu'une mauvaise mesure soit balancée par une petite mesure sympa, etc. Et donc, effectivement, quand on veut commencer à mobiliser, ben, la première chose c'est d'expliquer pourquoi on mobilise. Et là, même les militants combatifs sont un peu pris au dépourvu. Et ça, nos adversaires l'utilisent avec de plus en plus d'efficacité. L'autre truc, c'est un peu mon dada, mais je n'ai pas examiné le sujet en détail. Je serais bien étonné que ces mesures-là ne soient pas complètement connectées à des propositions bruxelloises. De toute façon, le projet de mettre en avant les mutuelles et de faire de plus en plus passer par un système privé pour la santé, c'est quelque chose qui est en phase avec les mesures européennes depuis plusieurs années. Et là encore, on n'est pas seulement défait hôpital par hôpital, lieu de travail par lieu de travail, mais avant tout, pays par pays, alors qu'en fait, à l'échelle de l'Union, on affronte exactement les mêmes directives. Donc là aussi, il y a ce truc-là qui joue, et autant quand c'est boîte par boîte, c'est difficile à dire bon bah, qu'est-ce qui n'a pas été. Autant là, il y a quand même une responsabilité pour le coup des centrales, pas uniquement des centrales françaises d'ailleurs, de par se donner de vrais moyens d'un syndicalisme européen qui permettrait effectivement, au moins sur des trucs comme ça, de mobiliser. Voilà. Je vais aller un petit peu dans ton sens, hein, parce que de toute manière, c'est quand on a commencé le décryptage, on s'est bien rendu compte, mais après on allait trouver aussi, enfin on n'était pas le seul, quoi, parce qu'on allait trouver aussi quelques malheureux tracts de CGT santé qui parlaient de ces choses-là aussi. Qu'il s'agisse, il y a une partie de la santé, notamment la GHT, etc. C'est fait dans le but de réaliser des économies et tout ça. Et quand on creuse, quand on va encore plus loin, qu'est-ce qu'on retrouve? Et c'est pareil pour le chiffre des économies. Donc ça tombait pas des économies à faire sur la sécurité sociale, ça tombait pas du ciel, quoi. Et ça venait pas de l'Élysée non plus. Donc en fait c'est grosso modo ça a été dicté en quelque part par le pacte de responsabilité et la loi de financement de la sécurité sociale, qui de son côté, le cadre de cette loi est dicté par le Bruxelles. Donc comme tu le disais, c'est aussi une question européenne quelque part,
part en amont, bien en amont, et qui du coup après s'applique de pays en pays et puis localement à droite à gauche. Mais donc effectivement, quand on regarde, c'est peut-être sûr. On n'a pas les moyens, mais moi je suis tombé là-dessus parce que j'ai creusé la question pour le retrouver. Donc, sinon, je pense que je sais même pas à quel moment, de toute manière, j'étais pas au courant qu'il y avait les discussions là-dessus, que ça a été voté, etc. Donc, il y a un manque de veille, je trouve, de ce qui se passe à Bruxelles, des directives qui sortent du Bruxelles, des directives qui sont discutées aussi avant que ça sorte, c'est discuté, qui sont discutées à Bruxelles. Et je pense que là aussi, il y a des choses sur lesquelles il faut agir. Du coup, pas dans le cadre national, mais dans le cadre européen, sur ces discussions-là et sur ce que Bruxelles ponde. C'est pas pour dire que l'Europe c'est mal et Bruxelles c'est mal et puis il faut retrouver la souveraineté française, etc. Loin de là. C'est pour dire que quelque part, ce qui arrive en France, ça se passe aussi dans d'autres pays et on l'a bien vu aussi avec les récentes lois qui ont touché SNCF, que c'était aussi une loi qui était, dont le cadre était dicté par Bruxelles et qu'on avait le même, grosso modo, les mêmes soucis, les mêmes mesures mises en place en Allemagne ou en Espagne. Donc ce sont des choses qui touchent l'Union européenne tout entière et que une réaction et une réponse aussi de la part une réponse convergente de la part au niveau européen devrait avoir lieu, à mon sens. Et juste une petite phrase aussi pour dire qu'effectivement tout à l'heure je parlais de manque de réponse. Il y avait effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de toute manière je pense qu'il y a un compte rendu sur le blog de Solidarité ouvrière. Le 1er octobre 2015, effectivement, il y avait une journée nationale d'action intersyndicale pour exiger l'abrogation de la loi santé et peser sur le projet de loi de finances et de la sécurité sociale. Donc si, de mémoire, ça s'est passé à Paris. Il y avait 5000, à mon avis, 6 000 personnes qui se sont réunies, et notamment parce que il y avait en même temps la lutte à APHP à Paris qui concernait donc les attaques contre les RTT, donc le plan de Martin Hirsch. Et dans la même liste des rendez-vous, parce que la loi santé c'est pas tout, début février, normalement le 3 février, si je me trompe pas, le Premier ministre donc a lancé l'idée, donc il y aura une grande conférence de santé et le thème principal sera l'avenir des métiers médicaux et paramédicaux, où là pour le coup on touche plus à la structure du système de santé, on touche beaucoup plus à des compétences des personnes qui bossent. Donc il y aura une question de glissement d'étage, de réqualification, déqualification, etc. Donc c'est aussi quelque chose à surveiller de toute manière. Pour ceux qui sont du métier, ils surveilleront tout ça de très très près. Donc pour ceux qui vont nous écouter et qui vont pas nous lire, donc de toute manière, je pense qu'il y a une retranscription d'intervention et des questions. De toute manière, il y a bon, peut-être pas pour les questions à l'époque où ça touchait les cheminots, il n'y avait pas forcément une volonté ni une initiative d'une mobilisation européenne. Cette fois-ci, concernant la santé, non plus pas à ma connaissance, mais par contre, au niveau européen, il y a des choses qui se passent quand même, hein, ce qui est parfois peut-être plus clair quand il s'agit d'un patron privé. L'exemple, c'est peut-être Amazon, là, dernièrement, la mobilisation des travailleurs d'Amazon en Allemagne et en Pologne, avec une forte convergence, quoi. Je pense que c'est une lutte qui touche donc les travailleurs qui se trouvent dans différents pays, qui bossent pour le même patron, et qui est à prendre pour l'exemple là dernièrement, du moins c'est tout ce que j'ai en tête.
Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Cette mobilisation au niveau européen, c'est pour ça que je mets en avant cette lutte d'Amazon. C'est quelque part, oui, effectivement, ça brûle les pistes et ça, quelque part, enfin, ça brûle les pistes. Ça coupe l'herbe sur le pied à ceux qui brûlent les pistes et donc effectivement ça va complètement à l'encontre des messages souverainistes qu'on entend à droite à gauche et enfin bien plus à gauche qu'à droite hein, en ce moment. Donc effectivement concernant la retrouvée souveraineté de la France et les messages anti-européens et anti-internationalistes tout simplement quoi. Oui, Amazon, il y avait aussi, c'était aussi en lien avec des sites en France, parce qu'il y avait des camarades de Verdi, le syndicat allemand, qui étaient allés apporter le soutien à des brigades, je crois que c'était en Saône-et-Loire. Euh, il y a eu aussi au moment de Continental, hein, les ouvriers de, je crois que c'était à Hanovre, hein, qui avaient mené des actions en soutien aux travailleurs de Continental, des usines Continental, des usines Continental en Allemagne. Il y avait eu des tentatives aussi dans l'automobile, quand il y avait les licenciements chez PSA, de faire des liens avec des camarades de l'automobile en Allemagne. Il y a, là, on dépasse l'Europe. J'ai vu, il faudra que je me replonge dedans. Il y a une réunion et avec des propositions d'action communes entre des syndicalistes, notamment français et américains, sur McDonald's. Et je crois qu'il y a d'autres pays aussi, mais il y avait deux noyaux. C'est ce qui se passait en France avec des camarades qui venaient des États-Unis. Voilà. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse mobilisation sur les trucs santé, tout ça. Il y a eu un moment un peu des Euromanifs à Bruxelles, des choses comme ça, mais qui ne sont pas des réelles, je dirais, mobilisations. C'est une manifestation où vont un certain nombre de militants. La difficulté va être aussi, c'est qu'on peut, et on peut se plaindre de l'état du syndicalisme en France. Dans d'autres pays, il y a des pays où c'est encore plus compliqué. Il y a un syndicalisme encore bien plus intégré, alors pas forcément partout. Hein, il y a d'autres pays aussi qui ont pu être même plus combatifs. Hein. Dernièrement, la Belgique, alors il y a un an, j'ai l'impression qu'il y a une scission là, entre les syndicats sur les affaires de cheminots, entre les syndicats de Flandre et puis de Belgique francophone, en tout cas pendant la grève qu'il y a eu ces derniers temps. Sur les questions de santé, j'ai pas l'impression qu'on a commencé à construire un début de convergence, même si effectivement, j'ai une tante qui est infirmière en Allemagne, bon, c'est exactement les mêmes problèmes au niveau de conditions de travail, au niveau des heures qui sont faites qu'on demande de pas réclamer, de pas payer, des choses comme ça. C'est des trucs qu'on retrouve partout, et je pense qu'on retrouve même au-delà de l'Union européenne en essayant de jouer sur la conscience professionnelle de ses salariés. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ou en ce qui concerne la réunion, on en reste là. Donc Fab pourrait couper l'enregistrement. Ouais, bah, merci à tout le monde, merci à tous et toutes d'avoir été patients et d'avoir été là.